Oui, on voit bien l'écran. D'accord, ok. Donc, c'est sur trois parties. Donc, la partie sur les bases de la physique atomique. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques notions sur la partie physique atomique. Donc, les différentes filières. Donc, je suppose que la plupart des participants attendent beaucoup sur la partie filière, notamment sur les réacteurs en Occident et les réacteurs, par exemple, côté russe ou côté Canada, qui sont sur des technologies différentes et des performances différentes en fonction des besoins des différents pays. Et on va terminer sur les technologies nucléaires, notamment sur les technologies d'avenir qui sont aujourd'hui de grands projets sur la partie recherche nucléaire. Donc, quelques bases sur la partie physique nucléaire. Donc, je rappelle rapidement sur la partie structure de la matière, donc le noyau, qui est la base, donc composée principalement de protons et de neutrons, donc sur laquelle on va venir sur l'atome d'uranium. Donc, on va venir rechercher à faire avoir une réaction chimique, donc qui va opérer la fission, qui produit à peu près 2 millions d'électronvolts, donc en termes de calcul. Donc, en conversion, vous multipliez par 1,6 10 puissance 22 en pour avoir l'énergie dégagée. Donc, vous allez avoir deux types de réactions, donc soit la réaction de fission, soit la réaction de fusion également. Donc, la réaction de fusion qui aujourd'hui reste sur des projets en cours de développement et plus consacrés à la recherche, avec notamment des avancées du côté de la Corée du Sud, dont on en parlait récemment, avec une inclusion sur l'intelligence artificielle, dont j'en reparlerai lors de la deuxième conférence. Mais sur cette première conférence, on resterait sur la partie vraiment fission nucléaire, donc ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes centrales nucléaires. Donc la structure de la matière, donc pour rappeler à peu près nos bases de la physique, on parle de physique atomique, donc il faut repartir un peu sur la physique à partir de la seconde. Donc revoir un peu toute la partie chimie, donc revoir le nombre de neutrons, le nombre de masses, parce que c'est la réaction justement de l'atome d'uranium qui va nous permettre de réaliser la fission et de pouvoir ralentir un certain nombre de neutrons pour pouvoir maîtriser la réaction. Donc on parlera beaucoup plus de réactions en chaîne sur lesquelles on doit pouvoir avoir une grande maîtrise. Donc je rappelle rapidement ce qu'on appelle sur le tableau périodique des éléments qu'on a la plupart de nous tous découverts à partir de la classe de seconde en cours de physique-chimie. Donc, sur, à peu près sur la dernière partie du tableau, vous allez retrouver tout ce qui est nucléique, donc tout ce qui est lié à l'atome d'uranium, donc on parlera de produits de fission. Donc, vous retrouvez l'uranium donc 92, donc, qui est juste tout en bas sur la dernière ligne, en même temps que le plutonium qui va venir aussi interagir au niveau des produits de fission qu'on aura une fois que la réaction en chaîne se serait produite. Donc, sur la réaction, donc sur un noyau, donc d'uranium 235, on a à peu près 200 millions d'électronvolts, sachant que pour calculer l'énergie aujourd'hui, on est parti sur la réaction de fission, donc, notamment sur la fameuse formule d'Einstein, Albert Einstein, donc E égale à mc carré. Donc, donc, en comparaison, par exemple, aujourd'hui, avec un atome de carbone que l'on utilise dans les centrales thermiques qui existent depuis des années, vous aurez à peu près 3 électronvolts. Donc, ce qui, en termes de dégagement d'énergie, est faible. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, dans les centrales thermiques où on utilise du charbon, on a besoin, par exemple, en Allemagne, d'avoir de grosses quantités de charbon pour pouvoir exploiter ces centrales et atteindre, par exemple, une puissance de 900 mégawatts qu'on peut plus facilement atteindre avec une quantité limitée d'uranium 235 en réaction pour le nucléaire. Donc, on rencontre principalement deux classes de réactions, donc la réaction de fusion dont on va parler un peu plus sur la deuxième conférence. Donc, vous avez un peu des dérivés de l'hydrogène, le deutérium plus le tritium, qui va produire une réaction pour donner de l'hélium plus du neutron. On essaie de se rapprocher à ce qu'on appelle la réaction au niveau des étoiles. Donc, avec un quatrième état de la matière, les états de la matière qu'on connaît principalement, c'est les états solides, liquide et gaz. Maintenant, avec un quatrième état qui sera le plasma. Donc, sur la réaction de fission, on a à peu près le dégagement sur. Donc, on va retrouver principalement deux produits de fission, plus un troisième neutron. Et à partir du troisième neutron, on va avoir la réaction en chaîne qui va se produire. Donc, c'est quoi concrètement une réaction? Donc, vous avez un atome d'uranium, donc vous avez un neutron, donc la collision avec un neutron
Donc, on va produire ce qu'on appelle des produits de fission. Dans les produits de fission, vous allez retrouver ce qu'on appelle des neutrons alpha, gamma ou encore bêta. Et à partir de cette réaction de fission-là, on va avoir de l'énergie qui va se dégager. Donc, sachant que sur l'uranium naturel, quand on l'extrait à partir des mines, elle contient à peu près 0,72%. Donc, l'uranium naturel, puisqu'on a l'isotope l'uranium 238. Donc, il faut ce qui fait que à partir, par exemple, de l'extraction qu'on en fait dans des mines comme au Niger, on va amener l'uranium dans des usines d'enrichissement qui sont principalement en France pour pouvoir augmenter sa capacité afin d'avoir la réaction escomptée. Donc, on va l'enrichir à peu près à 3 à 4% de l'uranium 235 pour pouvoir produire la réaction en chaîne. Donc, à travers cette réaction en chaîne enrichie aujourd'hui, ça nous permet de produire de l'énergie nucléaire, soit pour les puissances de 900 MW, de 1450 MW, de 1650 MW. Il faut savoir que sur les usines d'enrichissement, donc pour la réaction en chaîne, donc la réaction en chaîne qui se produit, euh, elle permet notamment de pouvoir avoir un neutron, donc en contact avec un atome d'uranium fissile, qui va libérer d'autres neutrons. Donc à partir de ces neutrons-là, on aura une autre réaction en chaîne. Donc c'est pour ça qu'on parle de réaction en chaîne, parce que à partir du neutron qui est libéré dans les produits issus de la première réaction, on obtient plusieurs autres types de réactions qui vont vraiment se produire. Et l'activité principale dans une centrale nucléaire, donc quand on parle d'avoir une quantité importante d'eau, c'est de pouvoir maîtriser cette réaction pour ne pas avoir une production d'énergie illimitée et qui conduit souvent à des phénomènes accidentels au niveau des centrales nucléaires. Donc c'est l'injection d'eau, donc de l'eau filtrée, donc sur lequel on rajoute du bore pour pouvoir maîtriser la réaction et produire l'énergie suivant le besoin de la centrale nucléaire. Donc, on a un effet, donc l'eau a un effet de ralentisseur, donc ralentir la réaction pour produire la quantité dont on a besoin. Euh, Là, je fais une petite parenthèse sur la partie radioactivité parce que quand on travaille dans des usines ou quand on se lance dans un programme électronucléaire, il faut savoir que les travailleurs, ils sont exposés, donc exposés parce qu'il y a la radioactivité naturelle. Quand je parle de radioactivité naturelle, par exemple, quand vous faites une radio, en général, on demande de ne pas rester dans ces blocs-là trop longtemps ou de ne pas rester plus proche de ces blocs parce qu'il y a de la radioactivité naturelle. Et au niveau de la population, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, on est limité en tant que personne qui ne travaille pas dans un domaine nucléaire ou dans de la médecine nucléaire, par exemple, ce qu'on appelle à une dose de 1 millisievert. Donc, quand vous prenez l'avion, il y a de la radioactivité naturelle. La réglementation au niveau de l'Agence internationale limite, par exemple, à 6 millisievert pour ceux qui travaillent dans le domaine nucléaire. Alors, pourquoi, par exemple, sur une centrale nucléaire, aujourd'hui, on va se dire, sur la cuve de réacteur, on va construire une enceinte en béton. Donc, c'est lié au fait que sur sur ce qu'on dégage, donc soit sur les bêta, soit sur des gamma au niveau de la réaction en chaîne, qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer donc ce qu'on appelle des barrières de confinement, donc pour confiner la réaction de telle sorte à ce que cette radioactivité due à l'atome d'uranium ne se propage pas à l'extérieur, donc ce qui expose les populations à prendre beaucoup plus de doses que sur les 1 millisievert prévus pour l'ensemble des populations. Donc, nous, principalement, c'est pour ça qu'il y a un système d'habillement. Donc, quand on travaille dans le domaine nucléaire, quand on fait des visites d'installation qui sont requis donc, pour pouvoir éviter de se retrouver soit irradié ou contaminé dans les différentes zones quand on parcourt une centrale nucléaire. En termes de filière, donc ce que je vais présenter là, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'on appelle une filière nucléaire. Parce qu'une filière nucléaire, ce qu'il faut retenir principalement, c'est quel est le type de combustible que vous utilisez. Donc le combustible, sachant qu'aujourd'hui on parle d'uranium 235, mais on peut utiliser un autre type de combustible, comme par exemple le plutonium ou un mélange d'uranium et de plutonium pour la réaction. Donc vous avez le combustible, donc qui est soit de l'uranium naturel. Par exemple, si vous faites un mélange d'uranium naturel plus du plutonium, donc on a de plus en plus des réacteurs qui produisent avec de l'uranium naturel et du plutonium 238, ou également avoir de l'uranium enrichi, ou tout simplement utiliser du plutonium qui se retrouve dans des réacteurs aujourd'hui en recherche pour pouvoir produire de l'énergie, c'est-à-dire on récupère des produits de fission. On en parlera un peu plus tard dans le cycle combustible nucléaire qu'on peut retraiter et tout simplement utiliser uniquement la partie plutonium pour
pour des centrales. Donc, le modérateur, comme je disais, ça va être principalement de l'eau, donc de l'eau ordinaire ou de l'eau lourde. Donc, de l'eau, ça peut être de l'eau, par exemple, bouillante, que vous allez avoir à 70 atmosphères. 75 atmosphères, ça fait à peu près 1000 hectopascal. Donc, si vous faites la conversion, ça vous donne un peu la pression dont vous avez besoin pour maintenir votre réacteur. Donc, l'eau va servir de modérateur, donc ralentir la réaction pour ne pas qu'on ait cette réaction avec l'énergie exothermique au-delà de ce qu'on attend. Donc, vous avez ce qu'on appelle le fluide caloporteur qui est l'eau lourde. Donc, en général, ce qu'on retrouve, c'est les grands trous avec de la vapeur qui s'échappe. Il n'y a pas de la radioactivité parce que c'est la partie vraiment refroidissement d'une centrale nucléaire. Sur le troisième circuit, c'est de l'eau qui circule et qui refroidit les éléments et qui ressort avec de la vapeur parce que voilà, et qui est rejeté à peu près. Donc une filière nucléaire, donc comme je disais, c'est un combustible, un modérateur et un fluide caloporteur. Maintenant, suivant les différents pays, donc aujourd'hui dans les pays comme la France ou dans des pays aussi comme les États-Unis, vous allez retrouver des réacteurs à eau sous pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réacteurs à eau sous pression qui existent aujourd'hui, la première réaction, elle a eu lieu aux États-Unis. Donc, ce qui fait que les réacteurs à eau sous pression utilisés aux États-Unis et dans la plupart des pays occidentaux sont sous licence américaine. Elle n'est pas sous licence européenne. Ce sont les réacteurs de type EPR qui sont les derniers réacteurs développés au niveau européen, qui sont des réacteurs qui sont sous licence européenne. Et sur les réacteurs de type VVER, ce sont des réacteurs russes principalement, et qui sont également des réacteurs que la plupart des pays d'Europe de l'Est, donc Lituanie par exemple, utilisent comme type de réacteur pour produire. Donc, par contre, les réacteurs de type VVER sont des réacteurs russes sous licence russe. Donc, et ce qu'il faut savoir, comme je disais, dans le retraitement, dans l'enrichissement de l'uranium aujourd'hui, 25% des besoins européens sont traités, par exemple, par l'entreprise Rosatom dont on a entendu parler sur le Burkina Faso. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré les difficultés liées à la guerre en Ukraine, la Russie a un embargo sur plusieurs choses, mais la Russie n'a pas d'embargo sur la partie collaboration, sur la partie nucléaire, parce qu'il y a quand même 25% de l'uranium enrichi qui arrive pour les centrales qui dépendent de Rosatom aujourd'hui. Donc, on va dire, l'actualité n'impacte pas forcément aujourd'hui sur la filière nucléaire. Donc, la répartition maintenant de là où on peut trouver l'uranium, ça, ce sont les statistiques issues de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui datent à peu près de 2021-2022. Donc, le Niger, aujourd'hui, on est sur 4%, donc 4% sur l'uranium présent. Sur l'Afrique, la Namibie a beaucoup plus 7%. Donc, à la Namibie, on entend beaucoup plus parler, mais par contre, en Namibie, c'est beaucoup plus des Canadiens, des sociétés canadiennes qui exploitent sur la partie Namibie. Mais il peut arriver que suivant les périodes, on ait plus de mines d'uranium en Namibie qu'au Niger. Bon, le Niger, parce que beaucoup plus c'est peut-être rattaché à la France sur l'exploitation qu'on entend beaucoup plus parler. Sinon, aujourd'hui, sur l'exploration, la plupart des pays se dirigent maintenant vers le Kazakhstan. Sachant qu'aujourd'hui, au Kazakhstan, à partir de l'année 2019, par exemple, tous les pays qui exploitent aujourd'hui une centrale nucléaire ont commencé à faire ce qu'on appelle une usine de stockage d'uranium. Donc, c'est-à-dire l'extrait qu'on en fait dans les mines, on n'en utilise pas tout pour justement l'exploitation des centrales nucléaires. Chaque pays donne une certaine quantité qu'on va stocker, qui est surveillée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour ce qu'on appelle le stock d'urgence. C'est-à-dire, si demain on se retrouve en difficulté, par exemple avec les mines du Niger ou les mines de la Namibie, on doit, donc dans ces pays-là, on doit pouvoir avoir du stock d'uranium qu'on peut récupérer quelque part en échange. Donc, c'est ce qui va constituer principalement le Kazakhstan, on en parle moins, mais le Kazakhstan, ils ont des mines et il y a beaucoup de pays qui s'intéressent au Kazakhstan. Sinon, vous avez par exemple le Canada qui ont leurs propres mines, même si aujourd'hui, le Canada, ils sont beaucoup plus sur les énergies renouvelables, notamment sur l'hydroélectricité. Ils ont quand même quelques centrales nucléaires dans leur mix énergétique. Vous avez l'Australie aussi qui a quand même une grande partie de réserve dont on en parle très peu, mais qui exploitent beaucoup de centrales nucléaires et qui vont beaucoup plus sur les énergies renouvelables, mais qui ont des réserves importantes dont les sociétés peuvent exploiter. Donc, dans le monde
Aujourd'hui, il y a 38 pays dans le monde qui produisent, donc en termes qui ont des centrales nucléaires. Donc nous, en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, avec les deux centrales nucléaires dont ils ont aujourd'hui en Afrique du Sud, qui produisent à peu près 1,3 gigawatts par an. Donc sur la Russie aujourd'hui, quand on regarde sur les données de 2021, la Russie était à 208 TWh annuels. Bon, sur la France, on était sur 363,4 TWh. Donc, la France produit beaucoup plus. Donc, la Russie, elle en produit beaucoup plus, beaucoup moins, mais voilà, c'est lié aussi aux technologies, aux puissances des centrales et aux besoins des populations. Donc, pour le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud, pour avoir travaillé, par exemple, avec des personnes qui fabriquent les turbines, donc General Electric, par exemple, sur l'exploitation de l'Afrique du Sud, ils sont encore dépendants des entreprises extérieures pour les opérations de maintenance. Donc, avoir par exemple un ancien qui vous dit je dois aller en Afrique du Sud parce qu'ils ont un problème sur une turbine à gaz, il n'y a personne techniquement capable de répondre. Donc, ils sont les déplacements fréquents. Donc, ce qu'ils aimeraient quand on discute avec ces gens, par exemple, qui font de l'expatriation, c'est que ces pays-là, quand ils se lancent dans ces programmes, c'est qu'à partir d'un moment, ils puissent être autonomes dans leur exploitation. Et c'est ce que fait la Chine, par exemple. La Chine aujourd'hui, sur des réacteurs nucléaires qu'ils construisent, donc, même si elles sont, par exemple, construites par des entreprises françaises, la Chine collabore, c'est-à-dire, par exemple, sur des projets, donc que ce soit aujourd'hui avec la Chine ou le Japon, où vous avez les ingénieurs qui posent des questions aux ingénieurs français pour savoir, ou des ingénieurs qui travaillent en France, qui sont sur le projet, comment ça se fait que vous faites ça. Donc, ils posent des questions, ils essaient d'apprendre en même temps que le projet se construit. Donc, le projet ne se construit pas et eux, ils récupèrent pour une exploitation. Le projet se construit avec eux. C'est une autre mentalité qu'on rencontre quand on travaille sur des projets. Par exemple, récemment, avec le Japon, on travaille sur des projets avec le Japon. J'ai eu la question de savoir pourquoi vous mettez, par exemple, des onduleurs à tel niveau de votre installation. Donc, nous, par exemple, on ne fonctionne pas de cette façon. Et ce sont les questions qui viennent d'ingénieurs qui sont au Japon pendant que le projet est en cours d'élaboration. Parce que leur but, c'est d'apprendre comment vous faites et refuser peut-être certaines technologies que vous proposez ou certaines architectures électriques proposer pour s'adapter à ce qu'ils vont faire et à la fin des projets de pouvoir être autonomes sur l'exploitation de leur centrale. Donc c'est ce que nous aussi, on va dire en Afrique, on va beaucoup plus tendre à faire ça. Donc je reviens rapidement sur la technologie russe parce que ça fait partie de l'actualité. Donc sur la technologie russe, donc vous avez principalement Rosatom qui fabrique tout ce qui est combustible et tout ce qui est composant pour le cœur de la réaction. Donc avec une société donc Tevel. Donc, il faut savoir que quand on parle de Rosatom, c'est comme quand on parle aujourd'hui d'Orano ou d'EDF, vous avez des filiales en fait qui sont spécialisées pour fabriquer ou qui fabriquaient par exemple le cœur du combustible, qui sont spécialisés pour le retraitement du combustible, qui sont spécialisés pour une fois qu'on a fini d'exploiter, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, aujourd'hui, c'est la filiale Tevel de Rosatom en fait qui fabrique tout ce qui est combustible, tout ce qui est cœur. Sur les technologies développées au niveau de la Russie, depuis 1964 jusqu'en 2013, donc aujourd'hui, les réacteurs que vous avez des réacteurs qui vont jusqu'à 1000 MW. Donc, ce sont des puissances assez faibles, mais ce sont des réacteurs beaucoup plus fiables, par exemple, et qui consomment le moins d'eau possible. Donc, par exemple, là, sur le volume d'eau dont vous avez besoin pour exploiter des réacteurs, donc quand vous trouvez sur les REP en France, vous avez beaucoup plus besoin de volume d'eau pour des puissances un peu plus élevées. Et sur des réacteurs russes, vous avez beaucoup plus de volume d'eau assez réduit. Et en termes de performance et en termes de nombre d'équipements, la technologie russe demande par exemple d'avoir moins d'équipements que la technologie REP qui est beaucoup plus utilisée en France. Donc, ce sont des réacteurs compacts. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez 25% de l'uranium enrichi des centrales européennes et américaines qui proviennent de la Russie. Donc, même s'il y a un embargo aujourd'hui sur la Russie, il n'y a pas d'embargo sur la partie technique, sur la partie nucléaire. C'est comme par exemple sur le gaz, il y a l'embargo, mais les pays européens dépendent aussi par exemple du gaz russe. Donc on ne peut pas mettre un embargo, donc c'est mettre sa population, pour les politiciens, c'est mettre un peu sa population sur le dos. Donc sur le cycle combustible nucléaire, donc comment ça se passe sur l'ensemble? Donc vous avez d'abord l'uranium que vous récupérez dans les mines, donc vous avez que vous transportez dans des usines de transformation. Donc, l'usine de transformation, aujourd'hui, si on prend le cas de la France, qui est celui le plus connu, donc vous avez les mines qu'on récupère au niveau du Niger, qu'on ramène en France pour le retraitement. Donc, vous avez tout l'ensemble de ces usines-là qui sont localisées dans le sud de la France, qui vont faire à la fois la
transformation, l'enrichissement, avant que les combustibles fabriqués repartent dans les centrales nucléaires, donc en général dans les piscines. Donc vous avez là le bâtiment, à peu près comment ça ressemble à une centrale nucléaire pour l'exploitation. Et quand ils arrivent, ils sont exploités à peu près entre 12 et 18 mois. Maintenant, on y va jusqu'à 3 ans avant de récupérer le combustible qu'on ramène progressivement sur les usines de retraitement. Donc, usines de retraitement, parce que tout simplement, dans les combustibles usés, on peut les réutiliser pour les centrales nucléaires. Il y a une partie qui est réutilisable et l'autre partie qui n'est pas réutilisable, donc qui ont des durées de vie beaucoup plus longues et une radioactivité importante. Elles sont stockées en sous-sol, donc jusqu'à ce qu'elles perdent leur radioactivité, mais on parle de produits de fission qui ont une radioactivité supérieure à 100 ans. Donc, voilà, vous avez du stockage pendant 100 ans pour que ces éléments-là perdent leur radioactivité. Bon, je parlais tout à l'heure de la partie médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la médecine nucléaire, donc quand vous allez faire une radiologie, par exemple, où on utilise quand même de la radioactivité, un peu d'uranium pour la radio et pour les machines qui les utilisent, ce sont du combustible qui va perdre complètement sa radioactivité au bout de 30 jours. Donc, c'est-à-dire au bout de 30 jours, il n'y a plus de danger pour l'homme. Une petite parenthèse rapidement sur la partie réacteur à eau pressurisée. Donc, un réacteur à eau pressurisée qu'on retrouve principalement, vous avez trois compartiments. Donc, un circuit primaire, un circuit secondaire et un circuit de refroidissement. Dans le circuit primaire, ce que vous allez retrouver principalement, c'est la cuve du réacteur et un ensemble de pompes qui vont pomper l'eau, justement, pour ralentir la réaction et produire la quantité d'énergie dont on a besoin, et des équipements auxiliaires. Donc, vous avez une bise sous pression grâce à un équipement qu'on appelle un pressuriseur, un générateur de vapeur qui va emmener la vapeur au niveau de la turbine. Donc, sur une technologie russe, par exemple, les deux équipements, le générateur de vapeur et le pressuriseur, vous n'en avez pas besoin parce que la pression, par exemple, produite au niveau de la réaction, donc à travers la cuve de réacteur, permet tout simplement de passer directement au niveau de la turbine. Donc si on est sur les technologies russes de verre, on est sur des équipements sur lesquels on a moins d'équipements sur la partie vraiment bâtiment réacteur. Donc bâtiment réacteur qui est tout simplement l'enceinte en béton. Aujourd'hui, sur les centrales qui existent, qui ont été construites, on va dire, jusqu'en 2000 ou 2001 à peu près, vous avez des enseignes en béton qui ne résistent pas, par exemple, à la chute d'avion. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les centrales du type EPR ou sur les nouvelles centrales qu'on construit, on prend en compte, par exemple, la chute d'avion depuis les événements du 11 septembre aux États-Unis. On prend en compte maintenant la chute d'avion, c'est à savoir si on a une chute d'avion accidentelle, est-ce qu'on perd, par exemple, le confinement de la cuve de réacteur et qu'on expose, par exemple, la population à la radioactivité ou pas? Donc, ce qui amène à doubler, par exemple, l'enceinte du béton spécifique pour contenir cette partie du bâtiment réacteur. Alors, au niveau de l'aviation, je fais une petite parenthèse sur cette partie-là. Il faut savoir qu'un avion a le droit de survoler une centrale nucléaire. C'est complètement interdit. Donc, si vous survolez un avion une centrale nucléaire, la première option, par exemple pour les États comme la France, c'est que vous allez avoir l'armée de l'air qui va abattre l'avion. Donc, avant de chercher à comprendre pourquoi l'avion s'est retrouvé au-dessus d'une centrale nucléaire, ce sont les zones dont les personnes de l'aviation civile savent qu'il ne faut pas survoler au-dessus d'une centrale nucléaire, même en cas d'urgence ou d'atterrissage d'urgence. C'est complètement interdit. Il faut dévier, il ne faut pas se retrouver au niveau d'une centrale, au-dessus d'une centrale nucléaire, parce que c'est considéré automatiquement comme une tentative d'attaque sur la centrale nucléaire. Donc vous avez sur le deuxième circuit, donc le circuit secondaire qui va comporter principalement toutes les machines. Donc c'est ce qu'on retrouve sur une centrale thermique classique, par exemple, qui tourne. Donc là, vous allez avoir une turbine et un alternateur qui va produire à peu près l'énergie. Dans les machines qu'on va retrouver principalement, vous aurez de l'alternateur, un alternateur qui va récupérer l'énergie produite et qui va évacuer vers le réseau électrique, donc à travers les grandes lignes. Donc, les aéroréfrigérants qu'on retrouve, alors sur des centrales nucléaires, on n'est pas obligé d'avoir un aéroréfrigérant. Quand on a un aéroréfrigérant, on considère qu'on est sur un circuit fermé. Circuit fermé parce qu'on estime que on a besoin de pomper l'eau, de le refroidir et de le faire repartir immédiatement sans avoir besoin d'avoir, par exemple, au niveau du condenseur, à remettre des filtres supplémentaires. Sachant que, bon, quand on pompe l'eau venant de la mer, on est susceptible, en pompant l'eau, d'avoir des poissons, des trucs. Donc, le condenseur, il est à peu près là pour filtrer. Et aussi pour filtrer sur le niveau de sel, par exemple, parce que l'eau de la mer est salée.
sur le refroidissement, parce qu'il y a les équipements qui ne sont pas forcément dimensionnés pour supporter de l'eau salée sur le refroidissement de la centrale nucléaire. Donc, un exemple, la cuve de réacteur, à peu près, là, c'est une cuve de réacteur qu'on est en train de manutentionner pour poser. Donc là, en l'état, par exemple, la cuve de réacteur, elle comporte l'ensemble de l'uranium donc, qui va produire l'énergie. Donc, suivant le volume va dépendre suivant la puissance qu'on veut produire à la centrale. Soit vous êtes sur du 900 MW, soit vous êtes sur du 1450 ou du 1600 MW. Et en général, ce sont des opérations qui peuvent durer plusieurs semaines le temps de le poser. Mais ça reste le plus parti, la plus petite partie au niveau du réacteur, donc, qui fait quand même la réaction. Donc normalement, quand vous n'arrivez pas à maîtriser la réaction, vous avez la possibilité d'arrêter justement la réaction en chaîne pour pouvoir maîtriser. Mais pour qu'il y ait de la radioactivité, il faut déjà franchir la barrière donc, liée à la cuve avant que ce soit au niveau du béton et qu'on puisse avoir de l'échappement sur l'air naturel. Donc, je m'arrête principalement sur les sources de refroidissement parce que quand on parle de centrales nucléaires, notamment quand on parle de quand est-ce qu'on développe le nucléaire en Afrique, la question qu'il faut se poser, même que ce soit ici, et qui justifie qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des régions où vous trouvez, ou dans des pays où vous trouvez une centrale nucléaire, ça se trouve au bord d'un cours d'eau assez important, soit vous avez directement accès à la mer, soit vous avez un fleuve, soit vous avez une rivière qui produit la quantité d'eau nécessaire. Donc, vous avez, par exemple, sur des réacteurs de 900 MW, vous êtes à peu près à 30 mètres cubes par seconde. Donc, il vous faut pouvoir pomper 30 mètres cubes par seconde pour pouvoir assurer la réaction en chaîne au niveau du circuit primaire de votre centrale nucléaire. Donc, ça reste quand même un des paramètres sur lesquels, quand on décide de construire une centrale nucléaire, on regarde est-ce qu'on a une rivière, est-ce qu'on a un cours d'eau assez important à proximité. Si on n'en a pas, quelle est la possibilité de créer et sur les rejets qu'on va faire, parce que l'eau, par exemple, du dernier circuit, qui est le circuit de refroidissement, qui n'est pas radioactif, on peut le rejeter. Donc, si on le rejette au niveau de la mer, à quelle température on doit le rejeter? Parce que si on le rejette, par exemple, je parlais de 10-13 degrés, si on le rejette à des températures supérieures, il y a le fait qu'on peut perturber le milieu naturel, donc tuer, par exemple, des poissons, parce que l'eau va devenir beaucoup plus chaude que l'eau à l'état naturel. Donc, ça reste un des paramètres importants et on peut décider de tout simplement rester en circuit ouvert ou un circuit fermé. Donc, circuit fermé où on va venir mettre des tours aéroréfrigérants, mais ça a un coût sur l'investissement. Donc, par exemple, le choix de mettre des aéroréfrigérants, on peut le laisser tomber tout simplement parce que sur l'investissement sur la centrale nucléaire, on souhaite faire un investissement minime sur la construction de la centrale nucléaire. Donc, c'est l'un des défis quand même sur la gestion industrielle. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'y a pas que le combustible. Le combustible fait partie des défis sur lesquels il faut relever quand on se lance dans un programme électronucléaire, mais la question de l'eau reste une question primordiale et il faut avoir toutes les autorisations pour pouvoir justement utiliser le cours d'eau pour ne pas perturber, que ce soit les pêcheurs ou les trucs, mais ne pas perturber trop le milieu naturel. Sur la technologie, pour finir sur la partie sur la technologie nucléaire, donc le réacteur EPR. Alors l'EPR, on n'en a qu'un seul en France, mais il faut savoir que par exemple en Chine, on en a déjà 3-4 qui sont déjà en exploitation. Bon, en Angleterre, il y en a un en construction, donc ce sont des réacteurs qui restent sur le même principe que les réacteurs haut pressurisés 1650. Et comme je disais au départ, si on veut considérer en termes de licence d'exploitation, c'est le premier réacteur qui est sous licence européenne. Les réacteurs existants et exploités au niveau européen sont sous licence européenne et vous avez les réacteurs Weber qui sont sous licence russe. Donc là, ce qu'on a essayé de faire sur ce type de réacteur, c'est de pouvoir aujourd'hui avoir un taux de disponibilité assez élevé, c'est-à-dire on va raccourcir les périodes sur lesquelles on remplace le combustible. Donc, par exemple, le combustible, aujourd'hui, vous allez démarrer un réacteur nucléaire. Le combustible que vous introduisez, il est là pour produire de l'énergie pendant 12 à 18 mois à peu près. Et après, il vous faut arrêter le réacteur pour remplacer soit une partie du combustible, soit l'entièreté du combustible. Donc, si vous remplacez une partie du combustible, vous êtes sur le délai à peu près de 180 jours. Donc, ça vous fait 3 mois quand même d'arrêt d'exploitation pour pouvoir recharger le combustible et repartir. Et si vous remplacez totalement le combustible et que vous avez, par exemple, une opération de maintenance, vous rajoutez une opération de maintenance en cours, vous pouvez être arrêté pendant 6 mois. Donc là, c'est de pouvoir donc, réduire principalement le taux de disponibilité. Donc avoir un taux de disponibilité assez élevé, pardon, augmenté,
pour pouvoir produire plus d'énergie. Parce qu'en fin d'année, quand on sort le rapport sur la disponibilité d'une centrale, on estime qu'est-ce que la centrale est capable de produire et sur combien de temps elle a fonctionné sur toute l'année et quelles sont les raisons qui expliquent, par exemple, sur le fait que la centrale n'ait pas fonctionné. Donc, en général, on va dire, quand vous avez les présidents de sociétés ou les directeurs de sociétés, type EDF, qui se font auditer sur leur rapport annuel, donc, avec bien sûr des gens de la représentation nationale. Et vous avez aussi, par exemple, des gens qui sont tout simplement pas du milieu nucléaire et qui font partie des organisations des sociétés civiles, qui leur posent des questions sur l'exploitation, sur la maintenance, sur les arrêts et sur les performances des centrales. Donc, vous avez à peu près des audiences qui durent à peu près 4-6 heures donc, pour justifier. Il y a aussi des questions sur la partie, par exemple, sur les compétences. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de nucléaire, le nouveau nucléaire, mais par exemple, il y a des questions sur comment on forme les futurs ingénieurs et qu'est-ce que ces entités-là, ces sociétés-là mettent en place pour avoir des ingénieurs qualifiés dans le domaine nucléaire pour pouvoir réaliser l'ensemble des projets. Donc, sur un réacteur de type EPR, la construction est entre 3 et 12 ou 17 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EPR sur la France, c'était sur 3 milliards. Là, au final, qui a duré un peu plus de 12 ans, qui doit démarrer en septembre, c'est sur 12,7 milliards au final sur l'investissement. Mais sur les projets qui ont pu aller beaucoup plus vite. Par exemple, en Chine, à Taishan, par exemple, vous êtes sur des investissements entre 3 et 4 milliards pour réaliser la centrale. Donc, une autre technologie qu'on entend parler, donc les SMR, donc les petits réacteurs modulaires, donc qui sont aujourd'hui sur réacteurs modulaires, on appelle réacteurs modulaires en service, ce sont des réacteurs modulaires qui sont au niveau de la recherche. Donc, ils ont des temps de construction assez réduits, donc sur 3 ans, donc sur les travaux sur 3 ans, vous arrivez à mettre en place. Et aujourd'hui, sur les puissances dont on trouve, au maximum, vous êtes sur des puissances de 300 MW. Donc, vous avez deux petits réacteurs de solaire, par exemple, de 170 MW, donc vous êtes à peu près sur 340 MW électriques produits. Et sur le fait que ce soit modulaire, c'est que ça vous permet tout simplement de pouvoir construire plus rapidement et de ne pas avoir des travaux sur chantier. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez construire tout simplement en usine le réacteur, c'est ce qui est important, et que vous l'amenez directement sur le site où vous voulez avoir l'installation de la centrale nucléaire, contrairement aujourd'hui où sur une centrale nucléaire, à part les différents composants qui sont construits dans les usines, vous avez toute la partie travaux génie civil que vous devez faire sur place et qui a un incident justement sur la durée de construction. Sur un programme électronucléaire aujourd'hui, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, on estime qu'il vous faut à peu près 7 à 10 ans pour démarrer une première centrale nucléaire. Donc, ça vous donne à peu près sur le fait qu'il faut démarrer très tôt quand on veut se lancer sur un programme électronucléaire pour pouvoir aller beaucoup plus vite sur les autorisations, parce que, quoi qu'on dise, on a besoin quand même de certaines autorisations pour développer un programme électronucléaire. Et en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui suivent l'actualité de près, on a par exemple le Ghana qui est très avancé sur son projet de centrale nucléaire, dont par exemple l'année dernière, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, le directeur qui s'occupe justement de ce programme-là a fait des conférences pour expliquer quel est son niveau d'avancement et où le Ghana se trouve aujourd'hui sur ce programme électronucléaire dont ils veulent lancer. Donc, alors qu'ils y sont à peu près, ça va faire 3-4 ans qu'ils sont déjà sur ce programme électronucléaire. Alors, une dernière technologie, en termes de présentation pour aujourd'hui, donc sur la fusion thermonucléaire, vous en avez parlé, donc sur la fusion thermonucléaire qui aujourd'hui reste au stade de recherche. C'est-à-dire que vous avez des ingénieurs de recherche qui font du travail là-dessus, dont le projet qui est le projet international qui concerne tous les pays qui aujourd'hui ont des centrales nucléaires. Donc, vous allez retrouver, par exemple, sur des projets comme le Tokamak en France ou des projets comme ITER en France, vous allez retrouver des Russes, des Anglais, des Japonais. Donc, si on a qui travaillent pour justement développer cette technologie-là, pouvoir avoir une nouvelle génération de réacteurs nucléaires capables de produire plus d'énergie et aussi de pouvoir avoir moins de temps d'arrêt pour le remplacement du combustible. Donc, c'est par exemple d'arriver sur ce type de réaction à produire un peu plus de 12-18 mois, de pouvoir aussi avoir un taux de disponibilité assez important parce qu'on pourra, par exemple,
recharger du combustible pour pouvoir provoquer la réaction pendant qu'on est toujours en fonctionnement et ne pas avoir un arrêt complet du réacteur nucléaire pour pouvoir euh, produire de l'énergie. Donc, sur la deuxième conférence, je reviendrai un peu plus en détail sur cette partie, sur la fusion nucléaire et les avancées qu'on a aujourd'hui et quels sont les pays qui sont vraiment engagés dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, comment on accélère cette partie de la recherche, parce que c'est une recherche quand même qui est financée depuis un certain temps. Donc, on aimerait bien sûr que les premiers résultats apparaissent avec des centrales en exploitation et comment aujourd'hui la Corée du Sud principalement a bien avancé en y associant l'intelligence artificielle dans cette recherche-là et dans cette partie pour l'exploitation des centrales équipées de réacteurs à fusion thermonucléaire. Donc, ça fait 40 minutes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous laisse la partie questions-réponses. Donc, je ne sais pas à moins si on a déjà des premières questions. Oui, merci Herman pour cette brillante intervention. C'était très intéressant. Je ne sais pas si les autres ont pu se concentrer intellectuellement, mais moi j'ai trouvé que c'était bien. Il y a eu la mention de la deuxième conférence, donc je rappelle, il y a des gens qui sont entrés juste après que j'ai dit ça. Il y aura une deuxième conférence sur le nucléaire également. Ce sera comme la suite de cette conférence-là où il va parler un peu plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la fusion nucléaire et potentiellement de start-up s'il y en a. Et bien, ça sera entre voilà, voilà. Donc, il y a des questions, il y a beaucoup de questions quand même. J'espère qu'on aura le temps. Donc, on va aller directement à ces questions-là. Déjà, je vois Souema qui demande quel type de centrale nucléaire serait adapté à un pays comme le nôtre. On y va question par question hein, pour que voilà, peut-être tu prennes le temps de bien expliquer. Donc, d'abord pour cette question, quel type de centrale nucléaire serait adapté à un pays comme le nôtre? Je suppose qu'il parle du Burkina parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du Burkina dans le groupe. Donc, au Burkina, Herman. Oui, pour les centrales, bon, en termes de filière nucléaire, on resterait sur des technologies, par exemple des réacteurs à eau pressurisée. Après, qu'on soit sur une technologie française ou une technologie russe, ça reste sur des rapports de collaboration, à savoir qu'est-ce qu'on est capable, nous, d'exploiter de manière autonome en termes de type de centrale. Donc, par exemple, sur un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, à peu près, si vous avez à peu près 1500 personnes qui travaillent au quotidien pour exploiter un seul réacteur. Donc, quand vous multipliez le nombre de tranches nucléaires que vous avez sur une centrale, ça vous fait 3000 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir 3000 personnes qui peuvent fonctionner si on dit on a deux réacteurs de manière autonome, par exemple, sur des centrales qui vont produire 900 mégawatts et sur les centrales VVR, donc, étant donné que vous avez, par exemple, sur les technologies russes, vous avez moins de composants, donc sur la partie maintenant, vous avez moins de personnel pour assurer. Est-ce que si on réduit, par exemple, les effectifs de moitié, est-ce qu'on est capable d'exploiter? Quel est le niveau de puissance? Si on dit aujourd'hui, on veut une centrale nucléaire qui fait 1450 MW, comme on vient de voir, sur la technologie VVR, vous n'aurez pas une centrale qui va vous produire 1450 MW d'électricité. Donc, ça vous oblige, en quelque sorte, à aller sur des réacteurs haut pressurisés, donc de technologie américaine, dont vous avez la France et les Américains qui les exploitent beaucoup plus. OK, OK. Alors, le réacteur à eau pressurisée, j'ai pu entendre que ça, on peut avoir autour de 1500 personnes qui travaillent sur ce réacteur-là. Alors, comment développer les ressources Oui. humaines qualifiées dans ce domaine? Alors, les ressources humaines qualifiées, bon, par exemple, moi aujourd'hui, je suis en tant que spécialiste sur les systèmes électriques, mais j'interviens également dans des universités, dans les écoles d'ingénieurs pour la formation des ingénieurs justement dans le cadre. Donc, c'est leur préparer aux besoins du nucléaire dans 5, 10 ans ou dans les années à venir. Donc, c'est-à-dire, c'est le rapport vraiment entre les usines ou les entreprises avec les écoles d'ingénieurs. Donc, si on doit aujourd'hui développer un programme de compétences, c'est de savoir déjà dans les écoles qui existent, par exemple, bon, prenons le cas de Burkina Faso, c'est de savoir quelles sont les écoles d'ingénieurs qui existent, qu'est-ce qu'on leur donne comme formation, euh, comment on peut s'insérer, par exemple, dans leur programme de formation, des cours liés au domaine nucléaire. Est-ce qu'on peut leur faire visiter des centrales nucléaires? Ici, il n'y en a pas. Mais moi, par exemple, dans mes interventions, ça fait partie, sur un cours typique comme introduction à l'énergie nucléaire, il y a la partie
où on fait toute la partie théorique et à la partie simulateur et à la partie où on va voir une centrale nucléaire, poser des questions aux gens qui exploitent vraiment une centrale nucléaire, et c'est aussi de pouvoir intéresser par exemple les étudiants. Donc, si on veut développer un plan de compétences, c'est de pouvoir rentrer justement dans le programme scolaire et savoir comment on les insère. Quand je parle de programme scolaire, moi en tant qu'intervenant, par exemple, chaque année, on a ce qu'on appelle des réunion de pilotage, donc de révision de programme d'école. Donc j'en ai fait en juillet, j'en ai fait en juin, donc pour revoir donc par rapport au contenu qu'on leur donne et par rapport à ce que demande l'industrie aujourd'hui et dans les 5 ans à venir, est-ce qu'on est conforme ou est-ce qu'il faut intensifier sur des modules complémentaires. Donc, il faut avoir cette relation vraiment entre les entreprises et les écoles pour développer vraiment et former les compétences dont on a besoin. Ok, ok. Je profite de mentionner le fait que j'ai pu comprendre aussi il y a un état de la matière dont on ne parle pas trop, je pense, le plasma. Je ne me Oui, rappelle pas à l'école, on ne mentionne vraiment pas le plasma. Déjà, si on veut parler du nucléaire, il va falloir au moins se parler du plasma qui est assez basique, je suppose. oui, qui est assez basique, mais sur le placement, par exemple, c'est d'en parler, par exemple, sur des, on va dire, au lycée, quand on commence à découvrir à peu près la chimie, on commence en seconde avec la chimie, c'est de faire comprendre aux élèves déjà qu'il y a un quatrième état de la matière qui est le placement. Et donc, c'est de former donc, les professeurs qui interviennent à partir de la classe de seconde en physique-chimie à pouvoir transmettre ces types de connaissances. Ce qu'il faut savoir, par exemple, on reçoit régulièrement des gens, des élèves qui sont soit en seconde, en première, qui viennent visiter donc, et qui viennent sur des stages de découverte apprendre à savoir comment une centrale nucléaire ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire comme étude plus tard pour être ingénieur et travailler par exemple pour une centrale nucléaire. Ce sont les programmes qu'on fait ici, donc bon, je pense que pour développer dans des pays en Afrique, il faudra vraiment avoir la vraie relation entre vraiment les sociétés, donc l'entreprise qui s'en occupe, et vraiment les écoles et pour pouvoir développer les compétences. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'en arrive pas. Donc, on ne peut pas non plus construire des centrales nucléaires complètement dépendant de l'extérieur, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud. Donc, quand vous entendez des gens qui y vont et qui vous disent à un moment, il faut qu'ils prennent en main leur centrale nucléaire, ça veut dire que c'est bien d'avoir un contrat de prestation, mais à un moment, ça devient lourd même pour celui qui vous a transféré la technologie. Mhm. Ouais. Et je note aussi que c'est quand même depuis le lycée carrément, hein, depuis la seconde, que c'est mieux de démarrer, c'est ça? Oui. Ok, super. Alors, on va aller vite avec les questions. Il y a la question suivante, je pense, c'est d'Ayamba. Quels sont les garde-fous que le Burkina Faso devrait prendre avant toute initiative de mise en œuvre d'une centrale nucléaire? Ok, oui. Les garde-fous principalement sur un programme électronucléaire, c'est de savoir, bon, je parlais par exemple des défis industriels, qu'est-ce qu'on a comme cours d'eau assez important pour le refroidissement de notre réacteur nucléaire. Ça va être l'un des points essentiels sur lesquels il faudra justifier. Donc, c'est aussi de pouvoir justifier sur la capacité économique d'exploiter une centrale nucléaire et de la rendre rentable. C'est ça. Il y a l'aspect sécurité, donc la sécurité des centrales nucléaires. Où est-ce qu'on les place? Quelle est la sécurité autour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur une centrale nucléaire, vous avez des gendarmes qui y sont. Donc, c'est-à-dire, vous passez par des portiques de sécurité, on vous fouille et vous rentrez. Donc, quelle est la sécurité qui sera mise en œuvre? Donc, si on l'implante par rapport à dans une localité éloignée, donc par rapport aux populations qui sont aux alentours, comment vous faites pour que, en cas d'incident ou en cas d'accident, la population puisse l'évacuer rapidement avant que la réaction ne se propage ou encore la radioactivité se propage dans l'air. Il y a tout ça à mettre en œuvre et il vous faudra par exemple l'autorisation pour savoir si la population par exemple est d'accord sur le fait d'implanter une centrale nucléaire. Donc par exemple dans le cas de la France, vous avez complètement des régions sur lesquelles vous n'avez pas du tout de centrale nucléaire parce que les populations de la région ont estimé qu'une centrale nucléaire est très dangereuse et on n'en a pas besoin. Par contre, ces populations sont alimentées via la production des centrales nucléaires qui sont implantées dans d'autres régions, par exemple. Mhm. Donc, pour résumer, ça va être la partie sécurité, la partie économique, principalement, qui vont être les défis, et sur la partie comment on refroidit, comment on sécurise notre réacteur nucléaire.
Ok, et il continue avec ces questions. Il dit quels peuvent être les obstacles réels à la mise en œuvre d'une telle centrale. Alors, les obstacles réels par rapport aujourd'hui à la situation du Burkina Faso, si on doit s'inscrire dans un programme électronucléaire tel que défini au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique, euh, c'est que la question sécuritaire, donc la question sécuritaire du pays, parce qu'en général, quand je parle de sécurité, il y a la sécurité de la centrale, il y a la sécurité dans le pays. Donc, c'est de savoir est-ce que ce sont des pays qui sont sous quel régime démocratique. Donc, est-ce qu'on est sous la est-ce qu'on a une démocratie ou est-ce qu'on est sous un régime militaire, tout ça. Ça rentre, par exemple, en ligne de compte si on doit avoir les autorisations au niveau international. C'est l'un des premiers paramètres qu'on va regarder. Est-ce que c'est un pays stable ou c'est pas un pays stable? Pour justement pallier au fait que aujourd'hui, sur l'exploitation d'une centrale nucléaire, je dis dans les produits de fission, vous retrouvez le plutonium. Le plutonium, par exemple, c'est ce qui sert à fabriquer l'arme nucléaire. Donc, quand on a parlé de l'enrichissement de l'Iran, par exemple, pour fabriquer l'arme nucléaire, c'est à partir des centrales nucléaires, à partir de l'exploitation, vous avez du plutonium 238. À partir de votre plutonium 238, si vous l'enrichissez beaucoup plus que sur les 3 à 5 de l'uranium naturel, pour l'exploitation de la production d'électricité, vous démarrez un programme sur l'armement nucléaire. Donc ça, par exemple, c'est sur les... Le principal défi, ça va être est-ce qu'on a un pays stable et après, est-ce qu'on est un pays économiquement, est-ce qu'on est capable de supporter non seulement la mise en œuvre et aussi l'exploitation d'une centrale nucléaire. Ok. Alors, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours des gens qui demandent comment poser des questions. Vous pouvez écrire par chat ici ou si vous voulez, vous pouvez lever la main et puis poser vos questions. Donc, la dernière question de, d'Ayamba avant de peut-être donner la parole à Nagalo, c'est de façon très pratique. Je pense que ça revient un peu au même sujet de façon très pratique. Est-ce que le Burkina est prêt au plan technique, financier, humain et matériel pour l'exploitation du nucléaire? OK, Sur le allez-y. plan, oui, sur le plan, on va dire sur le plan financier, je ne pourrais pas dire, mais sur le plan humain et technique, bon, on va dire, il y a quand même des Burkinabés qui sont dans le domaine nucléaire. Donc, j'en connais un, par exemple, qui est aux États-Unis et qui travaille vraiment sur la partie recherche sur les réacteurs, mais qui ne sont pas des personnes qui sont assez visibles. Donc, voilà, on va dire, on ne sait pas qui sont dans ce domaine, ou il n'y a que leur entourage qui sont dans ce domaine pointu, sachant que, bon, quand tu travailles dans le nucléaire, on est soumis quand même à une certaine confidentialité sur les informations qu'on partage, sur les données qu'on partage. Donc, c'est peut-être qui fait que sinon, il y a quand même des Burkinabés. Par exemple, là où moi je travaille aujourd'hui, on est 7 ou 8 Burkinabés qui travaillent. Donc, il faut aller chercher les compétences, où est-ce qu'elles se trouvent, et leur faire participer sur la conception du projet, justement pour alerter sur les différents sujets et pour aussi préparer justement l'exploitation. Ça peut être, si on doit soumettre un dossier à l'Agence internationale, ça peut être d'apporter justement ces éléments-là qui sont des éléments très importants et qui vont faire foi du fait que le pays regorge déjà des personnes qui peuvent encadrer et qui peuvent permettre le développement de ce programme-là. Maintenant, financier, ça va être les États qui vont voir est-ce qu'on a le budget pour ou pas du tout. Ça, je ne saurais pas dire. Ça, est-ce que... OK, OK. Je pense que, j'espère que Dayamba est satisfait. Il a posé beaucoup de questions. Merci pour ces questions. Peut-être on va aller maintenant en ligne. Il y a Nagalo qui a levé la main. Nagalo, vas-y. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nara. Bonjour Herman, ça va? Ça va, oui, toi? En tout cas, merci pour la présentation. J'ai beaucoup suivi et avec beaucoup d'attention. Bon, j'ai quelques questions quand même, hein. Oui, Premièrement, je sais que tu viens de dire que vous êtes 8 déjà que vous connaissez en France là-bas. Moi, j'en connais 3 parmi vous. Il y a Christian, il y a toi, il y a Nadège. Est-ce que oui. vous pouvez pas créer un groupe pour être une force de proposition? Parce que tu viens de le dire, hein, côté chinois et japonais, même si les Français viennent installer, ils posent des questions pour prendre en main la chose et pouvoir Oui. euh, maîtriser la chose. Voilà. Mm. Est-ce que vous ne pouvez pas être une force de proposition de telle sorte qu'on puisse vous consulter, de telle sorte que quand les Russes, je sais pas, quand ils vont vouloir installer,
que ce soit une technologie que nous-mêmes, on pourra maîtriser et prendre en main après. Parce que c'est sûr que quand ils vont vouloir installer, ils vont installer et on espère, hein, c'est eux qui vont faire la maintenance sur un bout de temps. Ça, c'est obligatoire. Mais il faut Mhm. aussi des gens quand même qui maîtrisent déjà la technologie. Et heureusement, au Burkina, on a déjà plusieurs dans tout le monde entier qui peuvent contribuer à ce que voilà, un truc comme ça puisse marcher voilà, et puis être périn, quoi. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place une organisation pareille? Ma deuxième Alors, question, aujourd'hui, oui. bon, Bon, ok, je te laisse finir. ok. Ou bien, je sais pas. Ah, ma deuxième question, c'est, tu as dit que ça consomme beaucoup d'eau pour le refroidissement, ainsi de suite. J'ai vu que les SMR, les cubes sont dans de l'eau. Les cubes sont dans de l'eau et c'est permanemment plongé dans de l'eau. Et toi, bon, c'est que tu connais très bien le Burkina. C'est où toi tu penses que une SMR peut s'installer vu la demande en eau que ça nécessite? C'est où? Ça veut dire que si on te donne la possibilité d'installer une SMR quelque part à un point du Burkina, c'est quel côté tu penses que ça pourrait s'installer facilement? Ok. Alors, c'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. OK. Ok. Merci déjà pour ces questions. Mais s'il y a des questions après, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. OK. Donc, Herman, avant qu'on passe à un autre, tu peux déjà aller Oui. avec ça. Alors aujourd'hui, sur avoir un groupe force de proposition, je te dirais pas qu'on est allé dans cette démarche-là, mais voilà, on discute un peu entre nous et on essaie de suivre l'actualité. Personnellement, je dirais, avant qu'on en parle, bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait partie de la commission, qui m'a contacté parce qu'il m'a dit, on parlait du nucléaire et j'ai pensé immédiatement à toi. Donc voilà, on en a un peu échangé avant que la commission soit faite. Donc je lui ai donné ce que je pense sur le sujet. Et bon, permanemment j'ai des questions sur la partie, par exemple, eau dont tu parles. Euh, Comment on va faire s'en sortir sur la partie eau, par exemple, sachant que sur les barrages hydroélectricité qui existent au Burkina Faso, on n'exploite pas à 100% de leur capacité. Comment on va s'en sortir pour refroidir une centrale nucléaire qui demande souvent beaucoup de volume d'eau. Mais voilà, ça reste une possibilité que voilà, si on puisse apporter quelque chose sur ce projet-là, que l'on puisse être consulté déjà sur les différentes phases, comme je dis, comme les Chinois, hein, dans leur principe, comme les Chinois, comme les Japonais. Dès le démarrage du projet, tu as les ingénieurs qui sont actifs sur le sujet, qui posent des questions, qui imposent leurs contraintes, même si ce n'est pas eux qui vont tout concevoir et qui participent vraiment activement aux différentes réunions et qui apportent leurs compétences ou leurs inquiétudes par rapport justement plus tard, par exemple, à la maintenance, à l'exploitation. Ils vont vous imposer des contraintes en vous disant, nous, on a tel type d'ingénieur, est-ce qu'il faut commencer à développer tel programme, quel type de formation il faut mettre en œuvre, par exemple, pour former, si on a des techniciens d'exploitation de centrale, est-ce qu'il faut créer un programme de formation, par exemple, dispensé d'abord par des ingénieurs français et après, on a des ingénieurs chinois ou des japonais qui suivent et plus tard, cette même formation peut être dispensée pour les techniciens qui vont exploiter. Donc, c'est de pouvoir arriver sur ce même principe-là, mais on ne va pas dire officiellement, on n'a jamais été consulté sur le sujet. Donc voilà, on n'a jamais été consulté. Nous, sur l'actualité comme vous, c'est juste par les personnes qu'on connaît qui disent on a parlé du nucléaire, je sais que tu es dans le domaine, qu'est-ce que tu en penses? C'est juste aujourd'hui, on est à cet état-là. Mais l'idée est bonne de pouvoir créer un groupe et de pouvoir apporter un complément sur le dossier. Parce que j'ai vu récemment quand on parlait de la formation, par exemple, de spécialistes dans le domaine nucléaire, donc spécialistes dans la formation nucléaire, pas trop de détails, par exemple, aujourd'hui sur des spécialistes formés dans le domaine. Est-ce que c'est la partie réacteur, c'est la partie alternateur, c'est la partie turbine? Et qu'est-ce qu'on attend de spécialistes? Est-ce qu'ils vont apporter plus sur le projet ou ce sont des gens qui vont juste être en mode observation? Ça va dépendre. Mais en tout cas, on sera heureux de pouvoir contribuer dans ce programme électronucléaire qui n'a façon. Sur les SMR, bon, aujourd'hui, je ne te dirais pas forcément dans quelle zone on pourra. Bon, les cuves du réacteur sont effectivement dans de l'eau, mais cette eau, par exemple, il faut la recycler parce que l'eau que tu as, que ce soit sur une centrale conventionnelle ou sur les SMR, tu la remplaces progressivement. Mais je dirais qu'il nous faut quand même une région où on a une retenue d'eau.
bon, on a quand même 2 grands barrages, que, je ne sais pas comme c'est barré, ou Bobo, où on a beaucoup plus de pluviométrie, où on est capable peut-être de créer beaucoup plus, d'avoir une réserve d'eau assez importante, même si sur la SMR, on a des consommations moindres, que l'on puisse avoir une source d'eau disponible à proximité. Parce que quand l'action, par exemple, dans un réacteur, peu importe que ce soit la SMR ou pas, commence à ne pas être maîtrisé, ce qu'il faut faire pour ralentir ou pour complètement, il faut arroser l'accumulateur de beaucoup d'eau. Donc, il faut envoyer un volume d'eau, un pompage d'eau immédiat pour immerger en fait la cuve pour ne pas justement perdre le contrôle sur la réaction, donc pour complètement l'arrêter. Donc, moi, je dirais, bon, on va dans la zone de l'ouest. Voilà, c'est ce que je te dirais. Donc, je ne sais pas si mes réponses sont Ouais. satisfaisantes Donc, un peu. je vais poser d'autres questions après. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Ok, bon. vous voyez les questions pour après. Peut-être on va donner la parole à Auguste Sankara qui lève la main. Vas-y, Auguste. Ok, donc merci pour la présentation. Moi, je vais essentiellement m'attarder sur l'aspect financier. Voilà. Donc, écouter le panéliste du jour, ça demande quand même, quoi qu'on dise, un certain nombre de coûts financiers. Par exemple, si on part sur le principe d'installer une centrale fonctionnelle avec tout ce qui est compétences techniques, humaines nécessaires pour la faire tourner. Par exemple, il y a le cas de, on ne doit pas survoler une centrale nucléaire avec un avion, peu importe civil ou. Par exemple, toutes ces dispositions. Par exemple, en France, ce n'est pas possible. Dès que tu survoles, il y a un avion qui va te croiser. Est-ce que si on doit réunir tout ça, le coût que ça va nécessiter, notamment les ingénieurs burkinabés qui travaillent un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis, pour les déplacer, les faire venir bosser au Burkina ici, est-ce qu'en termes de coûts que ça va demander, en termes de rémunération, parce que là-bas, ils sont sur des rémunérations quand même, quoi qu'on dise, importantes, tout ça mis ensemble, est-ce que ce n'est pas plus rentable? Je ne suis pas un spécialiste, je me pose juste la question, est-ce que ce n'est pas plus rentable de prendre tout ce coût, si le Burkina en tout cas a ces moyens-là, de prendre ça et de miser par exemple sur la création d'une ou de plusieurs centrales solaires photovoltaïques que de mettre sur le nucléaire? Voilà. Parce que déjà, on parle à coût de milliards. Si on prend 1 milliard pour mettre en place une centrale solaire photovoltaïque, est-ce que ce n'est pas plus avantageux? D'autant plus qu'on les qualifie de, bon, entre griffes, énergie renouvelable. Merci. Oui, sur le coût financier, c'est important. C'est pour ça, en fait, par exemple, sur les programmes nucléaires, c'est assez long. Et l'un des paramètres, c'est de savoir est-ce qu'on est économiquement, est-ce que le pays est capable de pouvoir supporter justement la création d'une centrale nucléaire. Donc, mais aujourd'hui, par rapport en termes de disponibilité d'énergie, donc si on doit comparer 1 milliard investi sur des centrales solaires photovoltaïques à 1 milliard qu'on investirait sur une centrale nucléaire, en termes de puissance, on aurait plus des puissances supérieures avec beaucoup plus stable sur une centrale nucléaire que l'on aurait sur des centrales solaires. Aujourd'hui, sur la centrale solaire, par exemple, de Zagtouli, qui, sur sa première phase, fait 33 MW crête, euh, elle est calculée sur un coût lié, par exemple, au taux d'emprunt qu'on a utilisé pour la construction de la centrale. Donc, ce qui fait que sur le coût de l'énergie en sortie, le coût de l'énergie il est déjà fixé, donc le prix du kilowatt est fixé. Donc on ne peut pas non plus, donc on a 33 mégawatts, on a un prêt avec les partenaires techniques et financiers qu'on ne pourra pas rembourser. Donc on peut augmenter la disponibilité quelque peu, mais on ne peut pas se dire qu'on va permettre un taux d'électrification ou un taux d'accès à l'électricité au Burkina Faso qui va environner 80%, parce que ça reste, le coût il est déjà fixé et la marge entre la centrale thermique et le truc, on est aujourd'hui sur 30 francs CFA par exemple. C'est très compliqué sur les centrales solaires photovoltaïques. Et en termes de disponibilité aujourd'hui sur les centrales solaires photovoltaïques, elles n'ont pas forcément une meilleure disponibilité qu'une centrale nucléaire. Donc, même si on est soumis sur la centrale nucléaire à des arrêts assez importants, sur le solaire n'a pas la meilleure disponibilité. Bon, peu importe les pays, inclus en France, on peut voir sur les statistiques, les centrales solaires, en termes de taux de disponibilité, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, après, ça reste des choix qu'il faudra faire sur le pays, à savoir est-ce qu'on y va sur un investissement à fond sur le solaire photovoltaïque et qu'on mette le nucléaire entre parenthèses, ou on y va sur la centrale nucléaire pour avoir une grande capacité tout de suite. Donc,
Ouais, j'espère que, Auguste, tu as le point de vue de Herman. Exactement. Voilà, Ça reste un voilà. choix politique entre griffes. Voilà. Donc, Oui, bon, que ce soit dans le nucléaire, ça reste beaucoup sur des choix politiques, hein. ouais, Décider de faire un réacteur nucléaire aujourd'hui, ça reste un choix politique. Après, une autre option aujourd'hui, par exemple, si on se retrouve dans ce dilemme-là au Burkina Faso, c'est de se dire on a le Ghana qui a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 900 km de Burkina. Si le Ghana est bien avancé sur le sujet, sur une centrale nucléaire, autant investir de manière commune avec le Ghana pour démarrer des centrales et que l'énergie soit partagée. Pendant ce temps, nous, on peut accentuer, par exemple, sur le développement du photovoltaïque. Mais bon, la question qui va se poser, par exemple, sur une discussion que j'ai eue récemment, c'est si demain on a une crise diplomatique avec le Ghana, est-ce qu'on nous coupe l'énergie ou comment ça se passe? effectivement. Donc ça, c'est des décisions stratégiques vraiment à avoir voilà, je pense que ça, c'est peut-être à un haut niveau. Voilà, donc, on va rester là pour cette question pour l'instant. Il y a Dayamba qui a levé Ah, la main. Oui, Oui, bonsoir, Badrango. Euh, bonsoir. et félicitations au présentateur. Alors, je ne voulais pas intervenir, mais je pense que à plusieurs fois, c'est revenu que les choix stratégiques, les choix politiques, c'est-à-dire que la politique joue un rôle assez essentiel, car en tout cas, tout projet public demanderait à ce qu'il y ait une implication politique. Alors, ma question est de savoir, le Burkina vient de prendre sa décision en signant une convention avec la Russie sur le nucléaire. Alors, le présentateur, je ne le connais pas, hein, au regard de son niveau de connaissance, est-ce que lui ou quelqu'un d'autre du secteur, puisque je sais que les gars du nucléaire au Burkina Faso, on n'est pas nombreux, est-ce que lui ou quelqu'un d'autre pourrait être approchant à la matière pour prendre quand même langue, parce que ce sont des aspects quand même techniques. Le Burkina ne peut pas se lancer, aller faire la négociation avec des acteurs sans que voilà, ceux qui sont en face ne connaissent pas les contours réels du nucléaire au Burkina Faso. Est-ce que cela a été fait? Au cas où ça n'a pas été fait, que ce soit sur le plan de l'État ou bien sur le plan des individus, est-ce qu'il y a une initiative d'approche? Parce qu'il se pourrait que voilà, les responsables de ce pays-là ne soient pas au courant, je sais de quoi je parle, hein, de tous les ingénieurs à la matière. Est-ce que les ingénieurs aussi ont des démarches auprès du ministère de l'Énergie pour en tout cas exposer leur capacité à accompagner, de telle sorte que dans la négociation, on ne tombe pas dans les mêmes travers, c'est-à-dire on change avec Paul, on quitte chez Paul pour aller chez Pierre. Parce que c'est dans les négociations où on ne maîtrise pas le plus là, que souvent, voilà, on se fait piéger en tant que tel. Moi, aucun pays ne va venir pour vos yeux, pour vous aider comme ça. Il y a toujours des aspects économiques derrière. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait ou bien qu'est-ce qui peut être fait pour qu'ensemble, à l'issue de comment on appelle là, de cet atelier-là, on puisse apporter un plus de telle sorte que ce ne soit pas seulement un cadre de concertation entre comment, les professionnels. Voilà, merci. Voici la question que je voulais poser. Ok, bon, merci. alors aujourd'hui, sur la partie consultation, comme je disais, personnellement, je n'ai pas été approché par le ministère sur le sujet. Avant la signature avec Rosatom, j'ai appris comme tout le monde la signature avec Rosatom dans les médias, hein, bon, à travers les journaux. Mais voilà, je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont analysé le sujet et qui ont dit, bon, on y va avec Rosatom et voici les contours, ce qu'on attend. Et comme vous disiez, c'est tout simplement ne pas signer un partenariat et on va pas signer un partenariat avec telle entreprise, on va signer avec telle entreprise, mais par contre, dans la mentalité, on n'a pas évolué. Donc voilà. Alors que bon, je suis d'accord avec vous, hein, sur un contrat pareil, il faut avoir des contours. Donc, par exemple, moi, par exemple, quand j'ai vu, on va former des spécialistes d'ici septembre, bon, d'après ce qu'on a dit. Donc, moi, je me disais, on va former des spécialistes en quoi? Quels sont les contours? Est-ce qu'on a assuré, par exemple, le transfert de technologie entre
Rosatom, les ingénieurs Rosatom et les ingénieurs burkinabés. Comment ça va se faire? Est-ce que ça a été discuté? Bon, je n'ai pas tous les contours sur le sujet, mais ce sont les questions, par exemple, typiquement sur des contrats, bon, même par exemple sur une installation on va dire, électrique simple que nous on fait aujourd'hui. La question, par exemple, à un constructeur de matériel électrique, par exemple, peu importe, on lui demande, une fois que ça et que tu nous as montré comment ça fonctionne, est-ce que tu vas former nos ingénieurs? Tu vas former nos ingénieurs. Ça dure sur combien de temps? Est-ce que tu nous donnes les outils autonomes ou pas? Donc, ce sont les questions qui se posent. Mais sur le dossier Rosatom, que le Burkina a, je n'ai pas beaucoup de contours, mais j'espère bien que quand même, il y a eu des personnes qui connaissent bien les contours techniques, les enjeux, qui ont discuté avec leurs collègues côté russe pour pouvoir justement imposer ce qu'ils attendent et pouvoir leur dire sur le transfert de connaissances comment on va faire sur bon, aujourd'hui sur les mines, comment, par exemple, sur les mines, moi je me pose la question, est-ce qu'on va chercher le combustible au Niger ou on a signé pour du combustible qu'on va trouver où? Donc, voilà. Ce sont des contours du dossier aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Alors, en termes d'approche, aujourd'hui, personnellement, on n'a pas genre, envoyé une demande officielle au ministère de l'Énergie pour dire on est tel nombre d'ingénieurs dans le domaine, on a suivi le contour, on aimerait avoir une discussion sur le sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas une démarche qu'on a faite, mais je pense que c'est une démarche que, on en parlait il n'y a pas longtemps, qu'on devra initier, nous, à notre niveau pour l'approche. Et donc, on espère que cette démarche va prendre forme d'ici là. En tout cas, les questions continuent à pleuvoir. Il y a d'autres qu'on pourra sauter parce que peut-être ça a été répondu, mais il y a deux mains qui sont levées. Peut-être après, avant Nagalo, il y a un G, peut-être je ne connais pas votre nom. Vous pouvez peut-être prendre la parole et la poser rapidement. Poser la question, pardon. Allez-y. Ouais, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Oui. Ouais, bonsoir. Moi, c'est Didier Faisal Ouedraogo. Bon, je suis ingénieur. Moi, je suis plus dans la partie infrastructure que dans la partie, en fait, comment on va dire ça, la technologie du nucléaire, principalement. Bon, j'ai vu votre poster sur LinkedIn. C'est pour ça que je suis, bon, comment on dit ça, out of curiosity. Je suis venu un peu pour voir. Bon, c'est quand même un sujet assez intéressant, surtout que c'est un sujet d'actualité. Maintenant, bon, les questions qu'on pose à M. Thierry Rivero, je ne sais pas trop. C'est un peu bizarre parce que, bon, il représente quand même l'entreprise Orano qui est quand même une entreprise un peu différente et vu euh, la crise politique, si on veut dire, entre le Burkina Faso et la France actuellement. Bon, et qu'on est en train d'approcher le côté russe, ça va m'étonner quand même que on aille vers le côté français pour une consultation. Donc, je pense que les questions qu'ils sont en train de poser, c'est plus des questions qu'on devrait peut-être adresser à la cellule peut-être du ministère de l'Énergie ou je sais pas, euh, du ministère de l'Économie en fait qui est chargé en fait de l'étude, puisque pour ce genre de projet, je pense, je sais pas, peut-être d'autres personnes pourraient peut-être confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, genre, bon, il y a quand même une cellule qui sera mise en place. Et vu que la coopération se fait avec la Russie, peut-être que il y a eu proposition avec, bon, de coopérer avec peut-être un bureau d'ingénieurs conseil euh, au niveau de la Russie, peut-être qu'il va se charger du truc et puis bon, Rosatom va venir développer peut-être la technologie. Bon, mais je pense qu'il y a personne en fait ici, dans le groupe ici, qui est dans le projet en fait, qui peut en fait dire à quel niveau on en est avec, comment on va dire ça, à quel niveau on en est dans le projet, voilà, dans le développement du projet. Bon, monsieur Chendrevego aussi, comment on va dire ça, si on veut dire, comme il travaille en France chez Orano en plus, c'est un peu dit que je pense que c'est un peu difficile peut-être pour lui d'avoir accès en fait au-dessous du dossier, ou bien ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas exactement si peut-être si monsieur Chendrevego peut peut-être clarifier ça pour nous exactement, je ne sais pas exactement. Donc, bon, tout ça pour dire que bon, les questions là, peut-être, il faut peut-être, c'est peut-être intéressant, ce serait peut-être intéressant qu'on ait des gens peut-être du ministère pour nous donner un peu plus d'avantages sur le truc. Et s'il y a une commission, bon, comment rejoindre la commission et bon, si on va faire participer par exemple des acteurs, comment faire participer ces acteurs? Mais moi, la façon dont je vois le truc en fait, c'est que c'est des gens lancés. Des gens lancés, ils ont déjà une feuille de route
bon, qu'ils ont déjà pris. Et les choses sont en train d'avancer, mais personne ne sait dans quelle direction ça va. Personne ne sait comment ça se passe. Donc, c'est un peu différent pour les gens de l'extérieur, en fait, de pouvoir savoir. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un, par exemple, de la commission dans le groupe qui peut peut-être nous éclairer sur le sujet. Ça serait un peu bien. Voilà. Merci Mais pour moi, j'ai une cette... question. Oui, allez-y, Moi, allez-y. j'ai une question. Voilà, j'ai une question pour M. Tiendrevero. Bon, moi, je suis dans le côté infrastructure. Maintenant, à ce stade du projet-là, bon, disons pour quelqu'un, par exemple, qui est intéressé sur, euh, bon, vous avez dit que ça peut prendre peut-être 7 à 10 ans pour développer le projet. Donc, ça veut dire peut-être phase construction, ça va peut-être prendre du temps. Mais je me dis que, bon, durant la phase de développement, bon, il y a toujours besoin, en fait, euh, de plusieurs compétences. Peut-être partie réacteur, partie infrastructure du réacteur, bon, les infrastructures civiles qui vont un peu aux alentours. C'est quel genre de compétences, en fait, on recherche. Voilà, s'il y a genre une ingénierie spécialisée dans le domaine du développement infrastructure, genre mécanique plus, ou je sais pas, génie civil ou ingénierie nucléaire en général, dont on a besoin en fait pour pouvoir, bon, pendant lors du développement en fait de ce genre de projet-là. Ok. Merci pour la Bon, alors, question. je réponds sur... Oui. Oui, allez-y, allez-y. Merci pour la contribution. En fait, aujourd'hui, dire que, bon, je n'ai pas accès au dossier sur le Burkina Faso, mais ce qu'il faut savoir, par exemple, sur les réacteurs, donc Framatome qui développe, par exemple, sur la partie française, la partie technologie de réacteurs, travaille régulièrement avec les ingénieurs russes, parce que l'ensemble des composants, c'est ça, il dit. Sur le nucléaire, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas se dire qu'il y a un État qui est complètement indépendant en termes de fabrication. On travaille toujours avec d'autres ingénieurs d'autres pays. Donc, sur la fabrication des différents types de réacteurs, il y a des composants qui sont fabriqués en russe pour les réacteurs français. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il dit même s'il y a des problèmes politiques, c'est difficile de se dire on met un embargo sur la partie énergie nucléaire ou sur ce truc. Parce que si vous mettez un embargo, ça veut dire que vous arrêtez de recevoir des composants venant de la Russie. Donc, vous arrêtez votre usine de fabrication parce que vous allez fabriquer des réacteurs avec des composants dont vous n'avez pas la maîtrise de la technologie qui s'est complètement fait en Russie. Donc, ça reste un peu compliqué. Après, je ne sais pas par rapport aux autorités burkinabèses, si pour eux, ils considèrent que les ingénieurs formés en France, machin, donc c'est difficile de leur donner accès à des dossiers russes. Mais voilà, sur la collaboration, entre les Français et les Russes, ça se passe toujours dans le domaine nucléaire, malgré le fait qu'il y a une guerre en Ukraine. Régulièrement, vous avez des contributions ou des conférences où vous avez des Russes qui viennent justement sur le domaine. Donc, ça, par contre, j'ai jamais eu de blocage sur ce niveau-là. Maintenant, sur la partie infrastructure, oui, dès qu'on démarre un programme électronucléaire, le génie civil, par exemple, va être important parce que si aujourd'hui on construit une centrale nucléaire, il faut prendre en compte l'environnement. Est-ce qu'on est dans un pays soumis, par exemple, à des séismes? Si on est soumis à des séismes, ça veut dire que, par exemple, pour l'ingénieur génie civil, c'est de pouvoir lui dire sur le béton ou sur tout ce qu'il va faire, il faut qu'on ait des infrastructures qui tiennent au séisme. Si on est soumis à des grosses tempêtes, ou à des volcans, des trucs comme ça. Ce sont des paramètres à prendre en compte dans le dimensionnement. Je parlais par exemple sur la chute d'avion complètement. Ça, par exemple, il te faut, dès le départ, est-ce que je dimensionne mon installation pour que même en cas de chute d'avion, le bâtiment réacteur ne soit pas impacté, qu'il n'y ait pas de fissures, qu'il n'y ait que des micro-fissures qui ne remettent pas en cause l'intégrité du bâtiment réacteur. Donc, si tu t'engages dans cette démarche-là, dans cette définition de la technologie, tu auras besoin forcément d'avoir des ingénieurs génie civil qui vont commencer à réfléchir sur la question. Il faut savoir que parmi les Burkinabés qui travaillent, que je connais, il y a déjà un dans le domaine du génie civil qui travaille par exemple sur ces sujets parce qu'ici, sur le séisme ou en dimension de séisme ou en dimension de fuite d'avion et qui utilise beaucoup plus des outils de 3D pour faire ces démonstrations et faire ces calculs en matière d'infrastructure. Alors, en termes de compétences, on aura besoin de la mécanique parce que tout simplement, tous les composants qu'on va fabriquer, que ce soit même pour les moteurs électriques, on a besoin de de la partie mécanique. Sur le pompage d'eau, on a besoin de la mécanique. Sur les générateurs de vapeur, sur le cœur de réacteur, on a besoin d'ingénieurs mécaniques. Donc, à ce stade du sujet, justement, par exemple, sur la définition par rapport à ce que Rosatom propose, par exemple, au Burkina Faso, bon, je n'ai pas accès au dossier, c'est
est-ce que tous ces sujets ont été élaborés justement pour définir, parce que ce sont ces sujets qui vont définir quel est le plan de compétences à mettre en œuvre pour qu'il y ait des ingénieurs qui participent autant sur la phase conception ingénierie, autant des ingénieurs qui se préparent à recevoir la formation qu'ils vont transmettre aux techniciens d'exploitation plus tard. Après, voilà, vous avez dit peut-être que ça a été donné à une boîte extérieure, mais voilà, si ça a été donné à une boîte extérieure, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on n'est pas dans le même cycle de collaboration? On a juste changé peut-être de partenaire, mais on est dans le même cycle de collaboration, c'est-à-dire les entreprises étrangères viennent tout concevoir et nous, on récupère la partie exploitation, souvent difficilement en plus. Donc, ça reste un peu compliqué, mais je comprends sur la partie avoir des relations vraiment avec le ministère ou la commission pour pouvoir avoir plus de détails. Comme je dis, je n'ai pas été approché directement par quelqu'un qui fait partie de la commission. Bon, une personne qui faisait partie de la commission dès le démarrage, qui m'en avait parlé parce que voilà, il savait que je suis dans le domaine nucléaire pour m'informer, pour me donner un peu plus de détails sur le sujet. Mais après, voilà, j'ai plus d'informations sur ce qui a été fait avec Rosatom. Qu'est-ce qu'on a défini avec Rosatom exactement? D'accord, Ok, merci merci. beaucoup. Voilà, merci. Et alors, je crois comprendre que vous êtes dans le domaine du nucléaire, donc ce serait bien de nous contacter pour qu'on voilà, parce que c'est pas évident que les autorités savent tous ceux qui sont dans le domaine, donc on pourrait aider à relayer les infos et puis voilà, pourquoi pas utiliser peut-être cette conférence pour faire de telle sorte que les autorités peut-être contactent qui de droit, peut-être Herman plus tard ou voilà. Donc on peut essayer, mais c'est pas évident. Alors, on fait ce qu'on pourra. On va redonner peut-être la parole à Nagalo qui a une autre question. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je vais commencer par une contribution. Je vais aller dans le même sens que Herman tout de suite. En Oui. fait, les entreprises à l'international, comme françaises comme russes, collaborent déjà ensemble. En fait, pour moi, ça serait une erreur d'aller voir la Russie, tout en sachant que la structure russe aussi a besoin de composants de la France pour pouvoir nous donner notre centrale et qu'on mette de côté tous ceux qui sont en France. Parce qu'eux-mêmes, ils collaborent ensemble. On ne peut pas. Il y a des composants. Les structures françaises ont besoin de composants russes. Les structures russes aussi, de la même manière, ont besoin aussi de composants qui viennent de la France. Donc, pour moi, on doit créer aller même plus loin en créant une agence nationale d'énergie nucléaire. Comme on en a créé même pour l'aviation civile ou bien énergie renouvelable, on crée une agence, on recrute des gens, des experts burkinabés qui travaillent déjà partout, et on crée un noyau, de telle sorte que ils puissent donner la ligne de conduite et on peut l'imposer même à l'entreprise russe. On dit, c'est ce que nous, on veut chez nous. Faire ça chez nous et en même temps créer des filières au Burkina. Voir l'université ou des écoles d'ingénieurs, on veut des compétences comme ça et on va commencer à les former dès maintenant. Sinon, on va retomber dans les mêmes erreurs que ce qu'on a fait pour les mines. Les mines sont arrivées, on a créé des mines sans créer des filières. Les mines étaient obligées d'exporter ou bien d'absorber des compétences un peu par là, sans vraiment en former des compétences localement. Et on se retrouve avec des mines qui sont en train de se fermer, sans vraiment un transfert de compétences. Voilà. Donc, si ça va tard, s'il y a des gens du ministère ou bien des politiciens qui écoutent, qu'on essaie de mettre en place une agence nationale d'énergie nucléaire, on essaie d'imposer une feuille de... Nous, on doit imposer, ce n'est pas à eux de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, et former des compétences ici. D'ici là, voilà. Je pense que former en 6 mois, envoyer des gens en 6 mois pour se former en Russie, je pense que c'est trop basique. Ils ne pourront rien apprendre. Ils ne vont même pas les montrer grand chose. Une formation d'ingénieur nucléaire, c'est au minimum 3 ans, à partir d'un bac plus 2 scientifique. Mais si on prend des gens, on ne sait pas c'est quoi leur profil, à les envoyer en Russie pour faire 2 semaines, 6 mois, on va juste les montrer comment on appuie un bouton, voilà. Mais derrière, qu'est-ce qui tourne derrière? Je ne pense pas qu'on puisse retenir grand chose de ça. Et aussi, j'ai cru comprendre qu'au Ghana, ils ont, à l'université, Institut Kwame Nkrumah, à Kumasi, ils ont un laboratoire même nucléaire où ils ont même un petit noyau nucléaire en expérimentation. Et ils forment des compétents dedans. J'ai vu quelqu'un qui dit, mais est-ce que si le Ghana nous coupe le courant? Je pense que c'est parce qu'on est aussi des pays qui ne sont pas matures. La France et puis la Russie, ils ont fait des embargos sans couper certaines relations qui sont vraiment
capital de part et d'autre. Si par exemple dans nos relations avec le Ghana ou bien avec la Côte d'Ivoire, s'il y avait de la maturité dedans, il n'y a pas à ce qu'on nous coupe le courant, puisqu'on a participé au projet. Voilà, on a participé au projet. Je pense même en Europe, là-bas, l'Angleterre et puis la France, l'Angleterre est sortie, mais il y a des projets où ils se collaborent sans qu'on ait quoi que ce soit. Voilà, on peut travailler avec le Ghana. Et si on a participé au projet pour qu'on mette en place une centrale nucléaire au Ghana, il n'y a pas de raison que le Ghana nous coupe le courant. Ce n'est pas possible. Même actuellement, je ne pense pas que le Ghana nous a coupé le courant, hein. On n'a jamais été coupé par des raisons politiques. C'est une panne qui est arrivée et c'est ça. Donc, on doit pouvoir mettre les centrales nucléaires là où c'est plus facile à refroidir ou bien à gérer certaines choses. Sinon, si on met ça à Dori et qu'on n'arrive pas à refroidir, ça va créer plus de problèmes que de solutions. Et je ne pense pas que, par exemple, on veut mettre un réacteur nucléaire de 900 mégawatts d'énergie, ça, non. Un seul réacteur, notre pointe Oui. actuellement, c'est 500. C'est 500. Mm. Ça veut dire que nous, en plus de ce qu'on a comme solaire, tout ça, on ne pourra pas absorber 900 d'un coup. On aura besoin aussi de vendre ça à d'autres pays. C'est ça, non? Et si on veut Oui. fonctionner hors sol, ça veut dire qu'on ne peut pas collaborer avec les voisins. Et je ne pense pas qu'on pourra, ce sera rentable pour nous. On aura de l'énergie, mais on ne pourra même pas rembourser le prêt parce que ce ne sera pas rentable pour nous. Voilà, c'est une contribution. Et surtout, mettre en place des formations d'ingénieurs sur place pour pouvoir faire le transfert de compétences. Voilà, c'est une contribution. Merci. Ok, peut-être un commentaire d'Herman avant qu'on continue. Et bon, dans le même sens hein, que Narlo, voilà, il faut pas se dire parce qu'on a collaboré avec la Russie, on n'a pas besoin de la France. Si on part dans cette idée-là, ça va être compliqué. Déjà, par exemple, aujourd'hui, dans les ateliers d'exploitation qu'on a en France, vous avez par exemple du combustible de retraitement nucléaire qui est issu des centrales des japonaises, qui sont issues des centrales chinoises qui viennent, qui vont être retraités suivant le procédé français et qui vont être repartis en chinois au Japon pour continuer, par exemple, à être exploités dans les centrales nucléaires. Donc, vous ne pouvez pas, dans le domaine technique, dire non, on ne veut pas tel pays, donc on n'a pas besoin de. Donc, vous allez vous retrouver face à des difficultés. Le jour où Framatome vous dépose un dossier en disant ah, ce composant, ce sont les Français qui nous le fabriquent d'habitude. Vous ne pouvez pas dire vous n'avez pas besoin des Français. Eux, ils ne savent pas faire. Comment faire? Donc, il faut rester ouvert sur la partie vraiment collaboration. Donc, on ne peut pas exclure vraiment des pays dans le domaine. Mhm. Ok, Après, merci, sur les merci. échanges d'énergie, une petite contribution sur les échanges d'énergie. Il y a ce Oui. qu'on appelle le WAP, en fait, qui existe. Et par exemple, j'ai suivi ce projet de près et qui permet en fait d'interconnecter l'ensemble des pays au niveau de la CEDEAO. Donc, il y a pas mal de pays, dont le Burkina Faso. Et justement, dans ce système d'échange d'énergie-là, c'est savoir quels sont les pays qui produisent plus et qui peuvent justement apporter à d'autres pays qui sont en manque d'énergie. Donc, il y a ce réseau-là qui se développe. Par exemple, sur ce réseau-là que j'ai suivi de près, donc, par exemple, on retrouve pas mal de personnes qui ont fait leur carrière au niveau de la Sonabel et qui sont partis justement dans cet organisme-là au niveau sous-régional. Euh, Aujourd'hui, vous avez toutes les parties qui sont conçues par complètement que des entreprises extérieures. Et sur le transfert de compétences, quand vous discutez avec certaines personnes, vous vous rendez compte qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on leur a installé dans le détail. Ils vont dire c'est une société étrangère, c'est telle société qui nous a installé. Donc voilà un système de collaboration sous-régional qui est complètement aujourd'hui sur le transfert de compétences. On est complètement absent sur le sujet. Et ceux qu'on forme, on les envoie, comme disait Navalo, c'est une semaine, 2 semaines, ils viennent. En France, ils se font former et après ils retournent. Mais ça ne leur donne pas tout le savoir nécessaire. Donc, par exemple, pour créer ce marché de l'électricité, l'approche aurait dû être complètement différente au niveau sous-régional parce que ça concerne quand même 10-15 pays, quoi. Ouais. Ok. Alors, je vois que le sujet est assez intéressant. Les gens sont toujours scotchés, Oui. mais il va falloir que les bonnes choses prennent toujours fin. Et je suis sûr que la prochaine conférence en fin avril, ça sera aussi intéressant. Donc, peut-être une toute dernière question, et puis on va peut-être après ça laisser la main pour le mot de la fin.
et puis on pourra se dire au revoir, se donner un nouveau la prochaine fois. Voilà. Mais donc, la question, bon, je choisis juste au hasard. Désolé à euh, ceux qui n'auront pas pu avoir leur réponse parce qu'il y a quand même un bon nombre de questions. La question que je vais choisir, disons, OK, c'est là la frontière qui existe entre l'usage civil et l'usage militaire du nucléaire. Voilà, donc quelle est la frontière? Donc, déjà, cette question-là, et puis après, vous pouvez aller pour un mot de la fin avant qu'on ne conclue. Alors, la frontière, c'est au niveau de l'enrichissement de l'uranium. Donc, pour utiliser uniquement sur la production d'électricité, l'uranium naturel, vous avez 0,7% que vous pouvez utiliser, mais pour vraiment produire de l'énergie, vous faites un enrichissement autour de 3 à 5% pour avoir beaucoup plus d'uranium 235. Une fois que vous dépassez les 5%, vous êtes en train de faire de l'enrichissement pour fabriquer l'arme nucléaire. Donc, parce que quand vous dépassez les 5% avec la réaction chimique, vous créez le plutonium 238 qui est nécessaire, par exemple, sur la fabrication d'armes nucléaires. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand l'Iran a commencé à faire leur développement au niveau de l'armement, on a senti que, voilà, au niveau de la radioactivité, parce que il faut savoir qu'il y a les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont sur les différents sites et dans les pays et qui peuvent faire des contrôles inopinés. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. Donc, on a senti qu'en mesurant la radioactivité autour de la zone, on a une radioactivité élevée qui correspond justement quand quelqu'un démarre un programme électronucléaire aux valeurs supérieures quand on commence à toucher sur la partie armement nucléaire, même s'il le faisait au sous-sol pour la partie Iran. Donc, c'est pour ça qu'on a connu que l'Iran a commencé à développer son programme d'armement nucléaire. Mais ils étaient déjà vraiment avancés. La frontière, c'est ça. Il ne faut pas enrichir plus, parce que si vous enrichissez plus, on considère que vous voulez fabriquer une arme nucléaire. OK. OK. Et apparemment, ça se détecte aussi par satellite, c'est ça? Oui, ça se détecte également par satellite. Et c'est ce que principalement monsieur Lassina Zarbo a travaillé dans ce domaine, à détecter les pays qui développent justement des nucléaires qui n'est pas pacifique et qui sont au niveau de l'armement. Donc, je pense qu'il a quand même un certain nombre d'expériences, notamment sur le dossier de l'Iran. OK. OK. Super. Super. Encore une fois, merci pour tout ça. Donc, je vais peut-être vous laisser dire votre mot de la fin. Moi, j'ai bien envie de continuer, mais ben, il faut une fin à ce genre de choses. Oui. Donc, vous avez la parole pour la fin, le mot de la fin. Donc, merci à moi pour cette opportunité. Et puis, bon, ça nous permet aussi de voir que quand on parle des sujets techniques, au niveau national, les gens s'y intéressent, les gens veulent savoir un peu plus de détails. Et ça permet aussi de prendre un peu des questions des individus qui nous invitent aussi à réfléchir parce que quand on est de la diaspora et qu'on est à l'extérieur, bon, on vient de temps en temps pour des vacances, mais on n'arrive pas souvent à suivre des actualités où on n'arrive pas à aller plus en profondeur sur les dossiers, par exemple sur notre ministère de tutelle, par exemple le ministère de l'énergie. On n'arrive pas forcément à avoir des informations. Donc, ça nous invite vraiment à pouvoir participer et à pouvoir être des acteurs sur tous les dossiers donc, au niveau des ministères et de pouvoir apporter notre contribution. Donc, pour information, sur les associations burkinabées, on est en train de lancer un projet sur lequel je suis depuis à peu de 2 ans. Je fais une petite parenthèse pour justement répertorier l'ensemble des experts burkinabés, principalement, et les autres pays de l'Afrique qui sont euh, dans de la diaspora, qui soient par exemple hors de leur pays, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur niveau de compétence, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement pour que ces types de projets, par exemple sur lesquels le Burkina se lance, sur la filière nucléaire, on puisse cartographier, donc on puisse dire par exemple si on y va en Russie, quels sont nos ingénieurs qui sont des Burkinabés, qui sont dans le domaine, comment on fait pour les contacter. Il y a une cartographie qui est lancée justement pour pouvoir détecter les experts, les gens qui sont un peu de la diaspora, qui sont de côté, pour qu'ils puissent contribuer, que ce soit à distance ou sur place, déjà sur les différents projets. Donc, merci pour cette conférence et j'espère que voilà, les informations partagées ont été utiles pour chacun. OK, merci, merci. Je suis sûr que ça a été utile. Vu les questions, vu les intérêts, comme je dis, il y a des questions qu'on n'a pas pu prendre, les gens sont assez intéressés. Et si à la conférence prochaine, on ajoute l'IA, ça sera encore plus intéressant.
Merci beaucoup à cela. On espère qu'on pourra. Je pense qu'il y a beaucoup de notes qui ont été prises qui peuvent être, disons, des recommandations, OK, pour le pays, on peut le dire ainsi. On peut essayer de les transmettre, pourquoi pas. L'idée que on a, c'est de voir si à la fin de cette conférence-là, on rédige un rapport et on les transmet. Mais de ce que je vois aussi, il y a peut-être aussi un manque d'information, manque de transparence sur ce qui se fait au niveau de ce projet-là. On ne sait pas trop effectivement ce qui se fait, mais l'objectif de cette conférence, c'était d'abord d'informer de façon générale. Parce que ce sont les technologies, c'est la science et la technologie. Il faut que les gens sachent en général ce qui se passe dans le monde et maintenant essayer de relier ça avec les projets qu'il y a au Burkina Faso. Et là, les questions peuvent être un peu plus intéressantes. Donc, vous avez vu les questions qui sont liées à cette technologie. Il y a des questions géopolitiques. Voilà, on ne peut pas entrer dans tout ça, mais c'était quand même bien que les gens posent des questions et se familiarisent. Donc, j'espère que la prochaine fois, ce sera plus intéressant. Donc, merci encore et on a débordé vraiment le temps et ça ne peut que nous rendre heureux et merci à Herman d'être là et la prochaine fois, on espère t'avoir encore. Donc, tu as la preuve que les gens sont intéressés. La prochaine fois, tu dois être présent également. Ouais, sur fin avril, pour la partie sur l'intelligence artificielle avec le nucléaire, il y a pas mal de projets là-dessus. Ok, super, super. Et surtout, fusion, il y a la Corée qui a été mentionnée. On aimerait vraiment en Oui, savoir plus et voir comment on peut préparer. Moi, dans ma tête, c'est vraiment préparer les années à venir hein, parce qu'actuellement, c'est autre chose. oui, c'est effectivement ça. Sur cette technologie-là, on prépare l'avenir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc merci encore à tous et puis ben, bonne soirée et merci à ceux qui ont Merci à participé. vous. Bonne soirée à tous. Ok, merci, bye bye.